m'appelle Lara Baranzini et puis je suis salariée à la Chambre de l'économie sociale et solidaire genevoise depuis 2007 et j'avais déjà commencé à militer pour l'économie sociale et solidaire au début de l'aventure de la Chambre en 2005 et je m'occupe de tout ce qui est promotion et développement de l'économie sociale et solidaire. Donc, du coup, là, on va présenter un peu un cadre global et un peu une définition de l'économie sociale et solidaire, et puis plus en particulier la démarche qui a été faite au niveau genevoise pour définir un peu plus concrètement qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire. Donc, du coup, déjà le constat de départ. Donc, moi, je viens d'une famille où il y a plein d'économistes à l'intérieur de la famille, puis je me suis dit, moi, je ne vais pas faire de l'économie, je suis préoccupée par les situations sociales, environnementales. Et puis, je finis par travailler à la Chambre de l'économie sociale et solidaire. Donc, du coup, c'est parce que j'ai trouvé autre chose dans cette économie par rapport au monde de l'économie classique. Donc, du coup, voilà, je pense que si vous êtes là ce soir, c'est parce qu'on est tous inquiets par rapport au système insoutenable au niveau mondial, d'un point de vue économique, avec tout ce qui est délocalisation, scandale financier, l'augmentation du chômage. D'un point de vue social, les dérèglements climatiques et les dégâts écologiques. Donc, du coup, l'économie sociale et solidaire, ça propose une nouvelle façon de produire et de consommer. Donc, du coup, voilà, juste quelques exemples. Les dépenses pour faire la publicité au niveau mondial, ça représente 600 milliards par année, ce qui équivaut à 5 fois l'argent qui aurait été nécessaire pour atteindre les objectifs du millénaire. Des écarts salariaux gigantesques, par exemple le directeur d'UBS en 2009 qui gagnait 327 fois le salaire de la personne qui gagnait le mois à l'intérieur de la structure. La situation au niveau du chômage dans le monde entier, mais en Europe aussi en particulier. Des indicateurs de richesse qui calculent comme quelque chose de positif au final une marée noire qui fait augmenter le produit intérieur brut d'une nation. Et une empreinte écologique, notamment au niveau de la Suisse, qui consomme en gros 3 planètes pour tourner. Donc on a un système économique qui est juste insoutenable. Donc l'économie sociale et solidaire, en quelques mots pour la placer, donc c'est un tiers secteur, c'est ni l'économie publique qui est gérée par les collectivités publiques. Ce n'est pas l'économie classique qu'on appelle l'économie capitaliste ou l'économie orientée profit ou lucrative. C'est un tiers secteur qui s'appelle l'économie sociale et solidaire et qui se différencie des deux autres secteurs. D'un côté parce que c'est une économie privée, donc ce n'est pas une économie publique, et de l'autre côté parce que c'est une économie qui n'a pas comme but principal le profit et la maximisation du profit, mais qui a un but idéal autre que le fait de générer des profits. Donc que ça peut être un but social, un but environnemental. Donc elle a ces deux facettes qui la différencient de l'économie classique et puis de l'économie publique. Juste quelques mots sur l'économie sociale et solidaire. Donc, à Genève, la Chambre s'est constituée en 2005, donc on a un peu plus de 10 ans d'existence. Et c'est la première fois qu'on a apporté le mot économie sociale et solidaire au niveau genevois, mais aussi au niveau suisse, on n'avait pas vraiment thématisé l'existence de structures de l'économie sociale et solidaire. Pourtant, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Donc, elle naît au milieu des luttes sociales au XIXe siècle, suite aux conditions, à la paupérisation des classes populaires suite à la révolution industrielle. Et c'est le moment où la société civile commence à s'organiser pour résoudre les problématiques dans lesquelles les classes plus pauvres se retrouvent. Donc, il y a des mouvements de création de structures, de secours mutuels, des coopératives de production, des cantines alimentaires pour essayer de pallier à ces problématiques. Et donc là, c'est l'émergence d'associations et de coopératives. Au début du XXe siècle, on commence à avoir une reconnaissance formelle de l'économie sociale avec la loi en France de 1901 qui reconnaît le statut de la forme associative et puis en 1947 avec la loi qui reconnaît l'existence de la forme juridique des coopératives. Au XXe siècle, avec les 30 glorieuses, on assiste un peu il y a beaucoup d'initiatives qui se délitent et il y a aussi la montée de l'État-providence qui prend en charge,
qui commence à s'occuper des problématiques que ces initiatives citoyennes avaient développées d'une façon spontanée. Donc c'est l'État qui prend en charge ce type de prévoyance. Donc du coup, il y a un peu un dilutement. Il y a aussi une partie des grosses coopératives qui s'étaient constituées, qui grandissent, qui deviennent de plus en plus grandes et qui commencent à perdre un peu les valeurs et puis les objectifs qui les guidaient au début parce qu'ils sont mis en concurrence avec des acteurs dans le même milieu qui fonctionnent avec des mécanismes liés à l'économie classique. Et on assiste au milieu des années 80 à une renaissance d'initiatives, cette fois-ci de l'économie solidaire, c'est-à-dire de structures qui se donnent comme objectif de résoudre une problématique sociale, une problématique environnementale. Donc là, c'est des structures de coopération au développement, c'est des structures de réinsertion sociale, des structures d'éducation populaire, d'éducation mutuelle ou de protection de l'environnement. Que dire encore? Ce n'est qu'à partir des années 80 qu'on commence à utiliser la terminologie économie sociale et solidaire. Donc de mettre ensemble les structures de l'économie sociale et solidaire avec les structures de l'économie sociale pour faire un gros chapeau qui regroupe ces deux types d'initiatives. Après, je peux répondre à des questions si ce n'est pas clair. Donc, juste quelques mots très rapidement dans le cadre international. Donc, l'économie sociale et solidaire, elle est un peu dispersée partout. On la trouve dans tous les pays, dans tous les continents. Comme c'est quelque chose qui émerge de la société civile, elle a ses caractéristiques et ses spécificités dans chaque pays. Donc, on ne peut pas avoir une définition unique. Il y aura quelques spécificités suivant les pays dans lesquels on se retrouve. Ces derniers temps, il y a de plus en plus d'institutions aussi internationales qui commencent à s'intéresser à cette réalité de l'économie sociale et solidaire. Ce qu'elle a aussi de différent par rapport à l'économie classique, c'est qu'il n'y a pas une théorie de l'économie sociale et solidaire, il n'y a pas une théorie économique. Donc c'est plutôt quelque chose qui émerge, qui est spontané. Et il y a aussi des chercheurs qui aujourd'hui commencent à se dire, mais tiens, mais peut-être il y a toutes ces initiatives, peut-être on pourra construire une théorie économique par derrière. Donc il y a le monde académique qui commence à s'intéresser aux initiatives de l'économie sociale et solidaire. Et puis après, beaucoup aussi d'organisations internationales, comme l'Organisation internationale du travail, l'ONURIS. Il y a un réseau intercontinental pour la promotion de l'économie sociale et solidaire, un réseau européen pour l'émergence des entreprises sociales. On commence à voir aussi des pays qui donnent une reconnaissance institutionnelle à l'économie sociale et solidaire. On a des pays qui ont carrément inscrit l'économie sociale et solidaire au niveau de leur constitution. C'est le cas de l'Équateur, de la Bolivie et du Népal. Il y a des pays où ils ont des lois nationales sur l'économie sociale et solidaire, en Colombie, Mexique, mais en Europe aussi, en Espagne depuis 2011. En Grèce depuis 2011, Portugal 2013, France et Luxembourg, ils ont une loi qui est en cours. Et puis il y a d'autres pays dans lesquels il y a des États, donc voilà, c'est pas la nation, mais c'est les États intérieurs, qui ont développé des lois sur l'économie sociale et solidaire, comme le Québec. Il y a plusieurs provinces en Italie aussi, en Argentine et ainsi de suite. Donc du coup, il y a plusieurs définitions, mais qui toutes convergent autour d'un socle commun de valeurs. Donc je les cite juste, là ils sont affichés. Il y a aussi la charte de l'économie sociale et solidaire qu'on a mis à l'entrée, si vous êtes intéressé à la regarder. Donc les valeurs qui sont inscrites dans l'économie sociale et solidaire, c'est un bien-être social, donc être plutôt qu'avoir. La citoyenneté et la démocratie participative, l'écologie, l'autonomie, la solidarité, la diversité et la cohérence. Donc ça, c'est les valeurs autour desquelles les structures de l'économie sociale et solidaire se reconnaissent. C'est les valeurs que nous, en tant que Chambre, on a inscrites dans la charte de l'économie sociale et solidaire en utilisant un processus participatif avec les membres. Donc à l'époque, en 2005, on avait créé un groupe de travail pour réfléchir et mettre noir sur blanc les valeurs et les principes qui guidaient les structures qui étaient sur place, dans l'idée de faire une définition des valeurs par le bas et pas arriver avec une définition depuis le haut. Par la suite, on a évolué en partant de la charte et puis une reconnaissance, une signature de la charte, un engagement à respecter les valeurs.
On a fait un travail au niveau genevois pour essayer d'aller, de définir avec des critères un peu plus précis qu'est-ce que la structure de l'économie sociale et solidaire. Donc, au moment où on a commencé notre démarche pour établir ces critères, on était dans un contexte européen où la définition de l'économie sociale et solidaire se faisait par le statut juridique de la structure. Si on était une association, une coopérative, une fondation, une mutuelle, on était considéré économie sociale et solidaire. Si on était une SA, une SARL, une réseau individuel, on ne faisait pas partie de l'économie sociale et solidaire. À Genève, nous, on avait constaté la présence de structures économiques qui s'étaient constituées en SA et SARL un peu par défaut, mais qui fonctionnaient avec les valeurs de l'économie sociale et solidaire et qui avaient vraiment des fonctionnements internes qui se rapprochaient des valeurs de la charte. Donc notre enjeu, c'était d'arriver à faire une définition qui puisse englober ces structures qui ne sont pas par définition de l'économie sociale et solidaire dans la définition. Donc c'est là où on a fait une définition par critères. Ce qui nous a permis aussi d'avoir des critères qui permettent d'exclure des formes juridiques des grosses coopératives, par exemple, qui se sont éloignées des principes et des valeurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, ça a l'avantage d'englober des petites PME qui travaillent avec les valeurs, mais aussi d'exclure des gros acteurs qui, théoriquement, par définition, font partie de l'économie sociale et solidaire parce que c'est des coopératives, mais qui se sont éloignées des valeurs. Donc là, je vais passer un peu plus en vitesse. Donc, on a une charte de valeurs, on a une batterie de critères. La batterie des critères, on l'a discuté avec les membres, on l'a challengé avec les membres et c'est les membres, donc notre assemblée générale, qui les a adoptés et qui les a validés et qui nous a demandé, donc il a demandé à la Chambre de faire une analyse rétroactive de tous ceux qui étaient déjà membres à l'époque de la Chambre. Peut-être j'ai oublié de dire qu'on compte aujourd'hui 280 structures membres au niveau genevois et 250 personnes, individus qui soutiennent l'économie sociale et solidaire. Donc la définition par critère, c'était pour donner une identité claire, éviter que le concept d'économie sociale et solidaire soit récupéré. Et puis ça nous permettait aussi de commencer à mesurer et rendre visibles les initiatives d'économie sociale et solidaire qui étaient méconnues. Bon, là un peu, je pense passer en vitesse. Ça, j'ai déjà tout dit. Voilà, là, je pense que par rapport à la batterie et puis le référentiel qu'on a adopté à Genève, la chose qui est vraiment importante, c'est que ça a été un processus participatif et que le référentiel qu'on a construit, on l'a construit avec les membres, avec les acteurs du terrain et en partant de réalités que les structures vivaient tous les jours. Et c'est ce qui donne aussi la légitimité au référentiel qu'on adopte aujourd'hui. Puis concrètement, quels sont les critères qu'on a adoptés pour considérer puis définir si une structure elle est ou pas une structure de l'économie sociale et solidaire. Et donc du coup pour décider si la structure elle peut adhérer à la Chambre ou pas. Donc on a 4 critères qui sont contraignants. Le premier, c'est la transparence. Donc on demande à une structure de l'économie sociale et solidaire de jouer le jeu de la transparence par rapport aux activités, mais aussi au niveau des états financiers, des résultats financiers. Donc là, c'est une transparence totale qu'on demande déjà aux structures vis-à-vis de la Chambre. Mais aussi la bonne pratique de transparence sur la politique salariale, et sur l'affectation des bénéfices à la fin de l'année, ainsi de suite. Ensuite, le deuxième critère contraignant, c'est que les structures elles doivent avoir des activités qui ne sont pas contraires à l'intérêt collectif. Dans l'idéal, des activités d'intérêt collectif, mais on peut aussi accepter des structures qui ont des activités économiques qui ne sont pas forcément d'intérêt collectif, mais qui produisent ces biens et services d'une façon écologique, d'une façon sociale, d'une façon participative avec les employés. Donc là, c'est aussi la façon de produire qui va devenir un facteur d'intérêt collectif. Ensuite, on a la question de l'autonomie. Donc, du coup, les structures qui sont, par exemple, des fondations de droit public, elles ne vont pas pouvoir adhérer à la Chambre parce qu'elles sont trop en lien avec les collectivités publiques. On regarde aussi l'autonomie des structures par rapport à des entreprises ou des groupes économiques qui ne sont pas sociaux et solidaires. Donc, une fondation d'une grosse multinationale, elle ne va pas pouvoir adhérer à la Chambre parce que par derrière, le pouvoir décisionnel est plutôt lié à un acteur qui n'est pas un acteur de l'économie sociale et solidaire.
Et puis le dernier critère obligatoire, c'est le but non lucratif ou la lucrativité limitée. On va regarder plus tard comment elle se décline. Donc ça, c'est les 4 critères qui sont obligatoires. Et puis après, on en a mis 3, donc le respect dans l'environnement, la gestion participative et le management social. C'est des critères à haute évaluation où les structures, même si elles sont mauvaises, elles peuvent adhérer, mais elles doivent s'engager dans un processus d'amélioration sur ces 3 points. Et la Chambre, elle doit jouer le rôle d'accompagner les structures à s'améliorer sur ces 3 points. Après, comme vous pouvez le voir, on a mis l'étude statistique qui est à disposition là, mais que vous trouvez aussi sur le site. En réalité, on a constaté que ces 3 critères haute évaluation, c'est là où les structures elles sont les meilleures. Donc, elles ont déjà une grosse réflexion autour des bonnes pratiques environnementales et sociales et participatives, par ailleurs. Donc, juste un mot sur la lucrativité limitée, puisqu'on est dans le cadre d'un cycle de conférences au nom du profit, tout est permis. Donc, on fait juste un petit focus. Donc là, c'est toujours la question de transparence financière. Ensuite, il y a la question de la distribution des bénéfices. Nous, ce qu'on a en peine à faire passer au milieu de plus de structures PME, c'est qu'être à lucrativité limitée ne veut pas dire ne pas dégager des bénéfices. Mais la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait des bénéfices à la fin de l'année, comment ils sont utilisés, à qui ils sont distribués. Et surtout, la question de la lucrativité limitée, c'est si ce n'est pas la maximisation du profit le but de la structure, c'est qu'il y a un autre but, un but idéal. Donc du coup, c'est la primauté de cet autre but sur la maximisation du profit. Donc au niveau de toutes les décisions qu'une structure elle va prendre, ça ne sera pas la considération de la maximisation du profit qui va primer, mais d'autres considérations. Donc du coup, au niveau de la distribution des bénéfices, on a plafonné la distribution des bénéfices aux actionnaires à 5% des fonds propres. C'est-à-dire que si vous êtes actionnaire d'une SA, de l'économie sociale et solidaire, et puis que votre action elle vaut 100 francs, à la fin de l'année, vous pouvez en tant qu'actionnaire prétendre avoir un maximum 5 francs de dividendes. L'objectif, c'est de ne pas avoir des actionnaires qui demandent un rendement de 10-15% à la fin de l'année, ce qui pousse après à licencier, avoir des pratiques qui sont peu sociales et solidaires. Après, ce qu'on demande, ce qu'on va vérifier aussi, c'est de vérifier qui contrôle le capital de l'entreprise. Mais là, on n'a pas été normatif. L'idée, c'était plutôt de poser des questions aux structures qui adhèrent pour savoir comment est composé le capital, qui le détient, est-ce que c'est les salariés, quel est le pourcentage des salariés, dans l'idée de récolter les informations qui peuvent peut-être par la suite nous permettre d'ajuster les critères auxquels on est arrivé et les faire coller avec les réalités du terrain qu'on constate. Et ensuite, au niveau de la lucrativité limitée, on a aussi composé avec un critère sur la politique salariale, c'est-à-dire qu'il y a un salaire maximum qui doit être aligné à peu près sur la grille salariale de l'État, un salaire minimum, et puis un écart salarial maximum entre le plus haut salaire dans la structure et le plus bas salaire de la structure de 5. Donc, c'est un facteur de rang 5, c'est le plus faible salaire, c'est 4 000, le plus haut salaire, ça va être un maximum 20 000 francs. Et l'idée, c'est que si une structure elle a les moyens de payer plus la personne qui est le plus payée, cet écart maximum a un effet de levier sur le salaire minimum à l'intérieur de la structure. Voilà. Donc, pour dire là, l'écart qu'on a fixé avec les critères, c'est de 1 à 5 pour l'écart salarial. En faisant l'analyse rétroactive des critères auprès des membres, on a constaté qu'en moyenne, l'écart salarial, c'est de 1,7. Donc, c'est même pas le double le salaire le plus haut par rapport au salaire le plus bas. Et ça, c'est les réalités du terrain qu'on a constatées en faisant répondre à nos membres à cette grille de questions. Et donc, du coup, on a des données qui concernent 200 entreprises et organisations. Donc, une moyenne de 1,7 d'écart salarial. Et puis, bon, là, je vais vous laisser découvrir ça. Comme ça, je peux laisser la parole à mes collègues. Donc, mais voilà, juste l'objectif de cette lucrativité limitée, c'est que du coup, déjà, il y a un autre objectif que la maximisation du profit. Ça crée aussi des structures qui sont plus résilientes. Là, on a constaté que des structures comme la Banque Alternative Suisse, avec la crise financière, elle n'a pas été touchée parce qu'elle n'était pas en train d'essayer de maximiser un maximum les placements. Et donc, du coup, c'est des structures économiques qui sont plus résilientes parce qu'elles prennent moins de risques pour pouvoir avoir un gros profit à court terme.
ça amène aussi à avoir des investissements socio-environnementaux parce que du coup, les bénéfices, au lieu d'être distribués aux actionnaires, ils sont là à disposition pour pouvoir faire des investissements d'ordre social et environnemental. Et ça permet aussi, surtout cet écart entre le plus haut salaire et le plus bas salaire, de faire un travail sur la réduction des inégalités économiques. Pour le reste, je ne sais pas si vous voulez aller plus de l'avant, mais après, il y a, dans l'étude, on a constaté l'axe social de l'économie sociale et solidaire, avec 70% d'entreprises qui associent les salariés aux prises de décision, et où carrément 55% d'entre elles ont des représentants des salariés dans les organes décisionnels et stratégiques. Donc il y a vraiment une démocratie participative qui s'installe et qui est vécue tous les jours. Mais après, il y aura, je pense, la librairie du Boulevard qui pourra vous présenter plus dans les détails leur fonctionnement. On a constaté aussi que le rôle des femmes dans les structures de l'économie sociale et solidaire il est plus important que dans l'économie classique. Après, voilà, peut-être 90% des structures, elles ont instauré un temps de travail maximum de 80% pour permettre à leurs salariés de pouvoir s'épanouir dans d'autres lieux qu'au travail. Et puis, bon, il y a toutes les prestations sociales ou des vacances supplémentaires qui sont proposées. Au niveau de l'axe environnemental aussi, il y a beaucoup de bonnes pratiques pour réduire l'empreinte écologique. Et puis, on a aussi, au niveau des membres, des structures qui ont vraiment comme axe de travail l'environnement. À Genève, on a par exemple une structure qui re-remplit les cartouches d'encre qui sont vides. Au lieu de les jeter, elle les remplit. Et puis, ça c'est sa mission. Bon, moi, je dirais que juste pour conclure, l'économie sociale et solidaire, c'est une économie où on peut tout produire, tous les biens et tous les services, sauf bien sûr les biens et services qui sont par définition contraires aux valeurs de l'économie sociale et solidaire. Donc une coopérative qui produit des armes, elle ne va pas pouvoir adhérer à la Chambre. Mais sinon, tout le reste peut être produit par des structures de l'économie sociale et solidaire. Donc du coup, on a des acteurs... dans la mobilité, là je sors un exemple, ils ne sont pas membres, mais Mobility, c'est une coopérative qui a permis d'imaginer une autre façon d'être, entre guillemets, propriétaire d'une voiture, une autre façon de se déplacer. Il y a la Banque Alternative Suisse, qui est ici, elle est à Lausanne, elle est représentante. À Olten, pardon. À Olten, mais ils ont une succursale ici, à Lausanne. Mais après, là, vous pourrez aller découvrir un peu, j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent ces acteurs. Mais la Banque Alternative Suisse, ils ont la politique de l'argent blanc depuis 25 ans. Ils n'ont pas attendu toutes les crises et puis les pressions pour avoir une politique de l'argent blanc. Sur Genève, mais je pense que ça se développera aussi au niveau vaudois. Il y a la monnaie locale, le Léman, qui est en train d'émerger. Monnaie citoyenne. Et puis après, il y a tous les exemples d'agriculture contractuelle de proximité, d'agriculture bio, qui tisse des liens directs entre les producteurs et les consommateurs. Il y a tout ce qui est coopérative d'habitation. Là, c'est vraiment une autre façon d'habiter, une autre façon d'interagir aussi avec les voisins du palier, d'avoir des espaces communs, des réflexions sur ce qu'on veut faire. La librairie du Boulevard, qu'on va vous présenter tout à l'heure, et puis sur Genève, ça c'est que des exemples, on a 280 membres, mais c'est un peu les exemples emblématiques qui permettent de montrer qu'il y a beaucoup de diversité. Il y a La Barge, qui est une association qui gère des bouvettes, où ils vendent des produits qui sont déjà des produits artisanaux, du commerce équitable, et puis tous les bénéfices qu'ils génèrent, ils sont donnés à des projets éducatifs ou de coopération nord-sud. Et le modèle qu'ils ont, c'est qu'une fois par semaine, c'est une association différente qui gère les samedis pour qu'elle puisse, qu'elle puisse participer à la gestion de cette bouvette. Et tout l'argent qui est récolté les samedis, c'est mis dans une cagnotte commune et puis distribué sur les différentes associations à la fin de l'année. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus, peut-être juste vous inviter à aller regarder le site internet de la Chambre. On a un portail de consommation où on répertorie tous les acteurs de la région genevoise et puis tous les biens et les services qui sont produits par ces acteurs, donc on l'appelle le portail de consommation. Et qu'est-ce que je peux dire sur la Chambre? Voilà, 280 organisations, il y a une chambre vaudoise qui s'est constituée aussi en 2005. 8.
2008. Et puis peut-être 2 mots sur nos activités. Donc notre rôle, comme vous le voyez, c'est de faire la promotion de l'économie sociale et solidaire, de rendre visibles ces initiatives qui sont présentes, faire des études parce que malheureusement, souvent, ce qu'on compte pas. Donc c'est de les rendre visibles aussi d'un point de vue statistique et puis quantitatif. Après, on a différents projets, parmi lesquels on avait un incubateur qui était là pour accompagner la création d'activités économiques de l'économie sociale et solidaire. Et qui avait créé le statut de l'entreprise collective partagée avec des entrepreneurs qui devenaient salariés de cette entreprise collective partagée. Donc le projet est tombé à l'eau l'année passée en 2015 parce qu'on a perdu malheureusement les subventions, mais on a un petit bébé qui est né suite à ça, qui est Nonomia, qui va vous être présenté après. Voilà. Juste une question. Oui. Vous mettiez les conditions cadres pour rentrer un petit peu dans cette association. Vous parliez que les SARL c'était un petit peu à part où il y avait des conditions limitées pour y faire partie. Alors typiquement la Banque Alternative Suisse, est-ce qu'elle en fait partie? La Banque Alternative, elle est membre de la Chambre. C'est une SA, mais quand ils se sont constitués, ils auraient voulu être une coopérative. Mais il y a une loi en Suisse, malheureusement, qui empêche une banque d'avoir le statut coopératif. Donc du coup, ils se sont constitués en SA, mais ils ont adopté les principes, les méthodes de fonctionnement d'une coopérative. Donc ils ont le principe une personne, une voix, et pas une action, une voix, par exemple. Et puis ils ont mis en place aussi des mécanismes pour éviter qu'une seule personne elle détienne trop de capital. Ils ont aussi une politique de lucrativité limitée. Donc du coup, ils ont adopté plein de fonctionnements qui sont propres à l'économie sociale et solidaire. Donc oui, ils sont membres. Et Mobility, par exemple? Mobility pourrait l'être. Donc du coup, on ne les a pas encore démarchés, mais potentiellement, ils pourraient l'être. Après, il faudrait clairement passer un peu en revue par rapport aux critères, voir s'ils respectent tous les critères. Mais a priori, je pourrais dire oui. Après, si vous me demandez est-ce que la Migros, puisque c'est une coopérative, elle va pouvoir adhérer, le jour où elle demande l'adhésion, ça va être une grosse discussion au niveau du comité. Pardon? C'est un Migros derrière. Ah, voilà, peut-être. Ok. Ah ouais? Ça a été acheté alors? Pas sûr. Je ne savais pas. Non, je suis pas sûre. Pas sûr. Ah. Peut-être, on posera la question, on se posera la question le jour où. Moi aussi j'avais une question, le fonctionnement donc, de la chambre, c'est un fonctionnement, c'est un travail, vous êtes combien dans la chambre? Vous êtes 260? Je n'ai pas vraiment compris comment elle marche la chambre, au niveau gestion, au niveau assemblée, au niveau... D'accord. Comment ça marche? C'est professionnel, c'est plutôt... Ok, alors nous sommes une association. Donc au niveau de l'association, les membres, c'est soit des organisations, soit des individus. On a ces 2 catégories de membres et puis eux constituent l'Assemblée générale. Et cette Assemblée générale, c'est elle déjà qui a voté la charte, qui a voté les critères et puis c'est elle qui élit le comité. Donc du coup là, on a un comité de 12 personnes en ce moment. Et puis en plus du comité qui est un peu le pivot entre l'Assemblée générale et puis le staff, donc l'équipe, il y a l'équipe, donc moi et puis maintenant on était 12 salariés jusqu'à janvier 2016 et puis là on est la moitié, on est resté 6 salariés. Donc du coup voilà, on a un mélange un peu, il y a beaucoup de bénévolat de la part des membres du comité et puis il y a une partie professionnelle, en particulier on a un programme de placement de personnes qui sont inscrites au chômage dans des structures de l'économie sociale et solidaire, ça c'est une partie de l'équipe. Et puis après, il y a moi je suis à 60%, je m'occupe plus de recherche, définition des critères et puis de faire les préavis pour le comité quand il y a une nouvelle adhésion. Et puis tout ce qui est promotion sur le site internet, on a une newsletter, donc ce côté-là. Et puis là, il y a un recrutement en cours pour une personne qui va faire plus du développement économique entre les structures de l'économie sociale et solidaire. Merci. Merci. Je me demandais combien étaient rémunérés les actionnaires dans une entreprise classique. Pardon, je n'ai pas compris. Je me demandais combien étaient rémunérés les actionnaires dans une entreprise classique.
classique. Combien sont les Ah, ok, je sais pas. Je sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que à l'époque, on a fait les critères, donc c'était en 2011, on n'était pas dans la situation économique qu'il y a actuellement. Donc là, nous, on avait plafonné à 5% parce qu'on avait pris le fonctionnement coopératif. Avec le fonctionnement coopératif, par loi, on ne peut pas rémunérer les coopérateurs à plus du taux d'un intérêt hypothécaire à long terme. Et à l'époque, c'était autour de 3%. Donc on s'est dit, ok, on prend le 3% du fonctionnement coopératif, on est un peu plus généreux, on va à 5%. Et à l'époque, dans l'économie classique, on avait aussi des taux à 10-15%. Peut-être aujourd'hui, je ne sais pas. Franchement, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui sur cette question. Voilà. Comment évolue l'économie solidaire dans le mouvement de Genève et l'association en termes de nouvelles entreprises qui adhèrent, en termes de chiffre d'affaires de l'association, surtout les entreprises, est-ce qu'elles y adhèrent de plus en plus, moins, ça plafonne? Qu'est-ce qu'elles en disent, elles, de cette ISS? Alors, comment elle évolue? Du coup, au niveau du Grand Genève, on a eu un programme Interreg avec la Chambre Franche-Comté et la Chambre Franche-Comté et Rhône-Alpes, la Chambre vaudoise et la Chambre genevoise. C'était un programme européen pour mettre en place un observatoire de l'économie sociale et solidaire transfrontalier. Et puis là, ont émergé quelques projets collectifs qui sont portés des deux côtés. Il y a en particulier maintenant le projet du Léman, la monnaie citoyenne, c'est un projet transfrontalier. C'est pas nous qui le portons, mais c'est quand même c'est un peu une émergence de ce programme Interreg qu'on a eu. Comment on évolue au niveau des membres? On a eu une grosse évolution du nombre de membres les premières années. On était passé de 30 à 200 membres à très peu de temps. Et puis après, on est arrivé à un moment de stagnation. Il y a un peu deux motifs. Le premier motif, c'est que ceux qui étaient convaincus par les valeurs et par le projet le nouveau projet de société qu'on défend, donc les convaincus, ils sont venus tout de suite. Et puis pour aller au-delà et puis aller chercher un cercle de gens ou de structures qui sont un peu moins convaincus, il faut faire plus de travail déjà. Et puis il faut souvent aussi la première question qu'on nous pose, mais si je deviens membre, qu'est-ce que j'y gagne? Donc du coup, il y a aussi le côté où la Chambre elle a besoin de développer des prestations pour les membres, pour avoir des arguments pour convaincre des structures à adhérer. Donc il y a ce côté-là. Et puis il y a eu une stagnation aussi parce qu'on a changé le processus d'adhésion. Et du coup, avec les critères, on a un questionnaire qu'il faut remplir et c'est beaucoup plus contraignant, ça prend du temps. Et puis il n'y a pas toutes les structures qui ont envie de passer à 1 heure et demie à remplir cette grille. Donc du coup, on a un peu un ralentissement. Et on a aussi des structures des structures que suite à l'adoption des critères, en final, ont quitté la Chambre parce qu'elles ne respectaient pas forcément les critères qu'on avait établis. Donc du coup, là, on est dans une période où on a un peu ralenti sur l'augmentation du nombre des membres, mais voilà, on va continuer, on avance peu à peu. Mais c'est vrai que quand on est sur Genève, on parle avec les Genevois, oui, 280, l'objectif c'était d'arriver à avoir 500 organisations. En réalité, on se rend compte quand on va à l'extérieur, puis qu'on parle avec des chambres en France, dans d'autres pays européens, ils disent « Ah ouais, presque 300 membres, c'est beaucoup ». Donc du coup, ça dépend toujours un peu de quel point de vue on regarde, si on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. À la Chambre, mettre en avant cette adhésion, disent à leurs clients ou aux gens en général que je fais partie de l'ESS. Il y en a, oui, il y en a beaucoup qui mettent sur leur site internet, membres de la Chambre d'économie sociale et solidaire. Oui. Après, d'autres qui ne le font pas, mais oui. Puis le fait qu'on a mis en place ce système de critères, le fait d'être membre, c'est entre guillemets, c'est un proto-label. Le fait d'être membre, ça signifie qu'on respecte ce type de critères. Donc du coup, vis-à-vis de leurs clients et de leurs partenaires potentiels, ça leur donne aussi une identité. Dans une prestation, ils offrent ça. Ils ont proposé un appel. C'est un débat en cours. Justement, c'est quoi du coup les avantages pour les structures qui adhèrent?
Donc, du coup, les avantages, c'est rentrer dans un réseau, être identifié en tant que structure de l'économie sociale et solidaire, c'est aussi un facteur de se différencier peut-être des autres acteurs économiques. C'est figurer, pouvoir promouvoir ces biens et services sur notre site internet, et puis aussi diffuser l'information dans notre réseau, dans une newsletter qui part tous les mois auprès de à peu près 7000 contacts. Il y a le programme PPE+, donc un programme de placement des personnes qui sont inscrites au chômage. Et donc, du coup, les organisations peuvent proposer des missions d'une durée de 6 mois maximum, avec plein de contraintes pour que la mission soit vraiment une mission faite sur mesure pour la personne qui est à la recherche d'un emploi. Mais du coup, les structures, elles peuvent avoir des ressources supplémentaires pour pouvoir faire avancer des projets. On avait Essan qui faisait de l'accompagnement du conseil juridique, comptable aux membres. Aujourd'hui, c'est en suspens, et puis on essaie de trouver la solution pour pouvoir continuer à avoir cette prestation pour les membres. Et puis voilà. Et puis les marchés publics. On a eu, l'année passée, on a fait un gros travail avec la centrale d'achat de la ville de Genève, qui a fait un catalogue pour tous les services, avec tous les biens et les services qu'on peut acheter dans les structures de l'économie sociale et solidaire. Donc du coup, c'est un peu le travail de la Chambre de faire du lobby aussi auprès des collectivités publiques pour qu'elles achètent en priorité des biens et des services dans les structures de l'économie sociale et solidaire. Vous n'êtes pas sponsorisé par Genève? Le canton de Genève, vous n'êtes pas? Le programme PPE+, c'est des fonds fédéraux. Mais c'est en collaboration avec l'Office cantonal de l'emploi. Une autre manière pour les entreprises de s'engager sur le plan social et environnemental, c'est les labels, les certifications ISO, éco-entreprise. Est-ce que vous avez ici des relations avec ces organismes qui sont des gros organismes? Si on a Tisser des relations. Tisser des relations. On a tissé des relations. Après, il faut voir aussi la taille des structures. Nous, pour le moment, on a quelques très grosses structures, mais on a des structures qui sont plutôt des petites, moyennes entreprises. Donc, c'est clair qu'il y a un pléthore de labels qui existent déjà, et puis des normes ISO, plusieurs normes. Il n'y a pas toutes les structures qui ont l'énergie, les ressources pour pouvoir rentrer dans une démarche label. Donc du coup, au niveau des critères, nous, on ne demande pas aux structures d'être certifiées ou d'avoir des labels, parce qu'on est conscient du fait que ça peut être cher et ça peut être très contraignant. Par contre, on demande un engagement à s'améliorer. Après, on est rentré en contact effectivement avec des structures qui sont dans la labellisation, et d'autres qui sont aussi plus récentes, qui sont en train d'arriver maintenant. On est en train de voir comment faire, quelles sont les spécificités de notre référentiel par rapport aux autres référentiels. Parce que nous, l'idée, si on développe un label, l'idée, c'est pas d'avoir le 10e label et puis de rentrer encore dans l'idée un pléthore de labels et puis après, on finit par se perdre. Donc, il faut vraiment qu'on travaille sur quelle est, au final, la spécificité des structures d'économie sociale et solidaire. Et puis si on a un label, ça ne veut pas forcément dire qu'on est très efficace écologiquement. Implicitement, j'ai l'impression que les organisations de l'ESS, elles avancent des bonnes pratiques environnementales et puis elles vont plus loin des fois que les entreprises labellisées ou ISO 14000 par exemple. Pardon ? Aussi, ouais, peut-être. Bon, je ne sais pas si les critères sont plus stricts. Je pense que c'est les structures qui ont déjà fait, qui ont vraiment une démarche de vouloir réduire l'empreinte écologique qui est spontanée et qui ont fait des choses très poussées pour le faire. Je ne sais pas, au niveau des bonnes pratiques, il y a des structures où au lieu de lancer le bouillard à chaque fois qu'on veut se faire un thé, ils ont un thermos dans lequel ils mettent l'eau chaude au début de la journée, puis on va se servir dans le thermos. Donc ils ont eu plein de réflexions comme ça, qui ne sont pas forcément inscrites à l'intérieur d'une certification, mais ils le font d'une façon spontanée, où ils vont aller chercher le repas de midi avec le Tupperware au lieu de prendre à chaque fois un emballage. Donc voilà, il y a beaucoup de réflexions et puis d'actions qui sont faites d'une façon
Spontané, parce que c'est inscrit dans l'ADN, les valeurs des structures et des personnes qui travaillent. Et puis on est plus dans une approche, pas des critères, on va contrôler, mais plus accompagner, faire confiance. Pour le moment, on est dans cette démarche-là. Si je cherche par exemple une coopérative solaire près de chez moi, j'ai trouvé quelque chose dans vos références, par exemple. Donc du coup, ici à Lausanne ou à Genève Vaud, par exemple. Canton de Vaud, on a quelques acteurs, mais en priorité, on a la Chambre vaudoise de l'économie sociale et solidaire. Alors je ne connais pas spécifiquement, je connais le secteur des multiples associations du secteur des énergies renouvelables. On en a quelques-unes à l'intérieur. Je ne connais pas une coopérative spécifique dans notre chambre. Je ne sais pas si toi tu as entendu parler. Il faudrait que je vérifie. Hein. Nous, on a 80 membres. On a beaucoup de coopératives plutôt agricoles, l'agriculture de proximité, l'énergie plutôt associative peut-être. C'est-à-dire que le secteur des énergies renouvelables, associatif ou coopératif, ne s'identifie pas forcément à l'économie sociale et solidaire, mais vraiment au courant écologiste ou écologique. Elle ne fait pas forcément le lien avec l'ESS. Donc c'est peut-être d'autres organismes fêtiers qui vont les accueillir. Les énergies renouvelables, c'est quand même un gros secteur. Il y a beaucoup d'associations, d'organismes fêtiers qui les couvrent.